Bonjour à tous, donc bienvenue aujourd'hui dans un webinaire de Expert Alia, aujourd'hui consacré à l'ALIA, le guide fiscal de l'ALIA du chef d'entreprise. Alors pourquoi ce sujet? On a une très forte, et on le voit au niveau des cabinets d'avocats fiscalistes et particulièrement à mon niveau, une très forte demande pour l'ALIA et principalement aussi et surtout sur l'alia des chefs d'entreprise, puisque on assiste à des demandes de personnes qui ont entre 40 et 60 ans et qui envisagent à court terme, on va dire dans les maximum 36 mois qui viennent, de faire leur alia et qui se posent la question de, connaissant pas obligatoirement la langue, en Israël, de continuer à travailler au travers de structures françaises habituelles. Et c'est vrai que c'est quand même une grosse partie de la communauté française qui vit en Israël qui fonctionne de cette manière. Alors, on va le voir pas toujours de manière efficace, mais c'est un élément quand même extrêmement important. Alors, pourquoi on parle spécifiquement de l'aléa du chef d'entreprise? On vient le voir parce qu'on a une demande, mais aussi et surtout parce qu'on a des enjeux extrêmement importants. Vous êtes chef d'entreprise en France, vous vous rémunérez généralement au regard d'une rémunération peut-être de dividendes. Il faut savoir que lorsque moi je rencontre des personnes qui souhaitent s'expatrier, je leur explique que toutes les règles qu'ils ont pu connaître durant leur vie professionnelle en fiscalité, on va les abandonner, on va remettre tout à plat d'une manière totalement différente. Néanmoins, il faut une cohérence et on ne peut pas passer d'un extrême à un autre et surtout, tout n'est pas possible. Et on va le regarder aujourd'hui. Donc, je voulais donner l'exemple sur les enjeux financiers de la rémunération. Quelqu'un qui s'expatrie normalement va diminuer de manière très importante sa rémunération. Pourquoi? Parce qu'il ne sert à rien de payer des charges sociales alors que vous ne pouvez pas bénéficier de la sécurité sociale. Et si vous voulez conserver des droits à la retraite, vous pouvez le faire tout en ayant une rémunération peu élevée. Et la rémunération, comme le salaire du chef d'entreprise, selon le statut qu'il a, peut avoir un coût fiscal très important. À l'inverse, sur les dividendes, nous n'aurons en France qu'une retenue à la source sur la partie impôt sur le revenu et pas de contribution sociale. Donc, les mécanismes que l'on connaît en qualité de résident fiscaux français, il faut les revoir totalement lorsqu'on décide de s'expatrier, notamment de faire son aléa. Alors nous, on va regarder souvent différents profils et on analyse les situations de manière différente. Alors, on a d'abord ce qu'on appelle l'investisseur. L'investisseur, c'est plus obligatoirement un chef d'entreprise, mais c'est un dirigeant d'entreprise, typiquement quelqu'un qui a une holding, qui détient encore des titres d'une société ou qui vient de les vendre, et donc qui a une problématique de sortie d'argent à court ou moyen terme. Et puis on a le chef d'entreprise actif qui va lui faire des allers-retours entre la France et Israël. Et là, on va regarder la structure de la société. Alors, moi, parmi mes clients qui viennent de partir il y a encore quelques semaines, on a des chefs d'entreprise où ils sont tout seuls. Et puis, on a des chefs d'entreprise où ils ont plusieurs centaines de salariés. Donc ça va avoir une importance parce qu'on ne va pas gérer le dossier de la même manière. Et même sans avoir quelques centaines de salariés, il suffit d'avoir 4 salariés ou 3 pour être dans une situation différente du mono chef d'entreprise. Maintenant, nous, ce qu'on va regarder, et nos clients viennent au moins 6 mois avant de partir. En réalité, ils viennent souvent, on commence un dossier 1 an avant le départ de France, surtout pour des chefs d'entreprise. Parce que nous, on sait exactement ce qu'il faut faire, comment il faut faire, sauf que le chef d'entreprise, lui, il n'en a pas la moindre idée. Alors, bien évidemment, il parle beaucoup autour de lui, et moi, quand mes clients arrivent ici, ils me disent, tiens, je vais faire telle chose, et je leur explique que c'est pas possible, ou que c'est pas conforme aux règles fiscales, tant en France qu'en Israël. Donc, nous, par exemple, on a d'ores et déjà commencé à traiter des dossiers pour des départs en 2028. Mais à minima, faut venir 1 an avant
et on commence généralement de manière très active 6 mois avant le départ. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va cartographier les participations. Est-ce que vous avez une société, une holding et puis une société d'exploitation? Est-ce que vous avez des sociétés civiles immobilières? Est-ce qu'elles sont soumises à l'impôt société ou pas à l'impôt société? Donc, on va regarder tous ces mécanismes-là et puis on va aussi regarder ce que, ce que peu de gens regardent, les flux financiers habituels. C'est-à-dire, si vous êtes dirigeant d'entreprise et vous prenez une rémunération de 150 000 euros, ou 250 000 euros, on va regarder comment ça fonctionne dans l'entreprise. Parce que, et ça, l'administration sait très bien l'invoquer, elle a raison de le faire. Nous, on récupère des dossiers où l'administration nous dit, mais on ne comprend pas, vous aviez une rémunération de 150 000 euros, du jour au lendemain, vous passez à zéro, et puis on voit une facturation étrangère arriver, mais vous restez dirigeant. Donc, autant de problèmes qui vont se poser et qui vont nous permettre de structurer la rémunération du futur. Et on marche quand même sur des œufs parce que déjà en France, les refacturations intra-groupe ou avec des associés sont extrêmement regardées. Quand on regarde l'étranger, c'est encore plus regardé. En Israël, on regarde Israël encore plus. Donc, il faut être entièrement transparent et avoir la totalité des informations pour pouvoir, avec le client, établir un mécanisme de rémunération. Donc, nous, on va arbitrer, on va proposer un mécanisme de rémunération. Alors, j'explique tout de suite que, on n'est jamais dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'on ne passe pas à zéro de rémunération, on ne passe pas la totalité en dividende. Euh, je vais le développer un peu plus tard. Après, on va préparer l'exit tax et le sujet des garanties. Le sujet des garanties, c'est pas totalement inhabituel parce que on a un changement de politique de l'administration fiscale depuis un an qui ne veut plus, ou du moins essaye de refuser des nantissements sur les participations, sur les titres de société, notamment sur les holdings. Donc, on va négocier avec eux, essayer de trouver des arrangements. C'est pas obligatoirement automatique, hein. Et puis, on veut anticiper ce qu'on appelle la 3916. C'est la déclaration des comptes bancaires situés à l'étranger. Pourquoi? Parce que 1 an ou 2 ans avant de partir, souvent on ouvre des comptes et l'administration fait très attention. Alors, c'est d'autant plus facile pour elle que cette partie est totalement gérée par de l'intelligence artificielle. Euh, Ils vont tout simplement vérifier les informations communiquées par Israël aux informations provenant de votre déclaration d'impôt. Donc, jusqu'au bout, on fait une déclaration d'impôt conforme à une réalité. Alors, le premier point qu'il faut regarder sur le chef d'entreprise, et j'ai beaucoup d'appels hein, à ce niveau-là, c'est la notion de résidence fiscale. Très souvent, on m'écrit ou on me dit, mais je suis dirigeant d'entreprise. Elle est plus ou moins grosse. Ce sont mes seuls revenus, donc je ne pourrai jamais devenir résident fiscal israélien. Alors, ça, je dirais, c'est un raisonnement de comptoir de café. C'est pas un raisonnement juridique. Pourquoi? Et je vais vous l'expliquer très simplement. Et nous, c'est vraiment la base de toute consultation. En droit interne, on doit répondre aux définitions de l'article 4b, que je vous ai mis d'ailleurs dans cette présentation. D'ailleurs, ce sont les définitions qu'on va retrouver après dans l'article 4 de la Convention fiscale entre la France et Israël. Sauf que dans un cas, et donc en l'absence de convention, il faut remplir la totalité des conditions de l'article 4b pour ne pas être résident fiscal français et israélien. Sauf que on a une convention entre la France et Israël, et donc on va avoir un mécanisme particulier. On va commencer à regarder la notion du foyer d'habitation permanent. Foyer d'habitation permanent, c'est un lieu de séjour où vous pouvez séjourner de manière permanente, euh, que vous soyez propriétaire, locataire ou occupant sans titre. Donc, on va regarder ce qui se passe en Israël. Par définition, si vous transférez votre domicile, c'est que vous avez un foyer d'habitation permanent en Israël. Puis, on va regarder si vous le conservez en France. Si vous ne le conservez pas, on ne va pas aller voir le deuxième critère qui est celui des liens personnels et économiques.
Si vous le conservez, on va aller voir le deuxième critère des liens personnels et économiques. Alors, les liens personnels et économiques, on les définit plus sous l'angle économique que personnel, au regard de l'analyse. Et on va notamment regarder quels sont vos flux en termes de rémunération et d'origine de rémunération. Alors, il est très probable, si vous êtes chef d'entreprise, que vos flux soient exclusivement français, voire très, très majoritairement. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que lorsqu'on est chef d'entreprise, qu'on fait son alia, il ne faut pas conserver en France un foyer d'habitation permanent. Et quand on me dit oui, mais je passe plus ou moins 180 jours, on s'en moque. C'est pas le sujet. Le sujet en droit, il est très clair, c'est le foyer d'habitation permanent. Si vous conservez un foyer d'habitation permanent en France, vous êtes totalement en risque. Et ça, je l'explique constamment à mes clients, d'ailleurs, quelle que soit la destination, hein. Ce sujet-là est vraiment le sujet essentiel lorsqu'on est investisseur ou chef d'entreprise. Et l'administration n'hésite pas à requalifier une résidence fiscale. Donc, premier élément, l'analyse de la résidence fiscale pour pouvoir être certain que en Israël, lorsque vous faites votre aléa, vous êtes vraiment résident fiscal israélien et pas résident fiscal français. Parce que sinon, tout ce que vous allez faire derrière va être neutralisé par l'administration fiscale et vous serez taxé en France. Donc c'est un élément quand même extrêmement important. Le premier sujet qu'on va avoir à traiter euh, dans le cadre des flux, des différentes analyses, c'est l'exit tax. Alors l'exit tax est sûrement l'impôt le plus mal connu, le plus incompréhensible aussi, puisqu'on a des instructions qui dépassent les 150 pages. C'est quoi l'exit tax? Et pourquoi il a été institué? D'abord, il a été institué en France une première fois dans les années 2000 et la Cour de justice de Communauté européenne l'avait condamné en 2007 et il est revenu en 2012 avec François Fillon. C'est un mécanisme qui évite que des personnes qui s'expatrient fassent des plus-values ou une optimisation fiscale sur le dos du pays qu'elles ont quitté. Alors, ce système n'est pas proprement français, on le retrouve quasiment dans la totalité des pays du monde, donc il n'y a rien d'étonnant d'avoir ce mécanisme, et le mécanisme le plus compliqué se trouve aux États-Unis. Donc, ce mécanisme, il est en réalité propre à une économie capitaliste. Donc, il s'explique, et quand mes clients râlent, je leur dis, mais il y a une logique. Vous avez construit un patrimoine en France, donc on va vous mettre une certaine barrière au regard de la liquidité de ce patrimoine. Or, autant dire que l'exit tax n'est quasiment jamais payé parce que les conditions sont facilement contournables et que c'est un texte qui est totalement inadapté à la réalité fiscale des chefs d'entreprise. Mais il faut quand même déposer une déclaration. Alors, qu'est-ce qu'on va dire dans cette déclaration? Qu'est-ce qu'on va chercher? On va aller chercher les plus-values latentes sur des titres de société soumis à l'IS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder ce que vous avez comme valeur mobilière. Et c'est pour ça que je vous parle à la fin de l'assurance vie. On ne regarde pas si dans l'assurance vie, vous avez des valeurs mobilières, on ne va pas le regarder. On va regarder les valeurs mobilières détenues directement. Donc, soit parce que vous avez votre entreprise, soit parce que vous avez des titres en bourse. Et donc, il faut tenir compte des titres que vous détenez en bourse. Donc, on va faire quoi? On va calculer les plus-values latentes. Plus-value latente, sur votre entreprise, on va regarder quand est-ce que vous l'avez créée, qu'est-ce que vous avez mis dans le capital, est-ce que vous avez fait de nouveaux apports ou de nouvelles acquisitions, et puis on va comparer par rapport à la valeur des titres au jour de votre départ de France. Alors, il y a un certain nombre d'astuces dans la valorisation. On n'est absolument pas en valorisation de cession d'entreprise. Alors, et puis, il y a une certaine pratique entre l'administration fiscale et nous. Sur un dossier que j'ai récupéré récemment, je voyais qu'un avocat qui, à mon avis, connaissait rien à l'expatriation fiscale, avait envoyé au département de l'exit tax un détail
et un calcul d'évaluation de société. C'est pas du tout comme ça que ça se pratique et c'est absolument pas nécessaire puisque nous, on va l'évaluer sous un angle différent de celle que peut faire par exemple un commissaire aux comptes ou un évaluateur dans le cadre d'une cession d'entreprise. Donc, le différentiel, on va calculer un impôt et on va donc remplir des formulaires euh, où, par exemple, on va détailler votre impôt si vous aviez, par exemple, un report d'imposition ou des mécanismes un peu particuliers pour arriver à un montant de plus-value à payer. Si la valeur des titres est supérieure à 2 570 000 euros, bah, votre exit tax aura une durée de vie de 5 ans. S'il est inférieur, durée de vie de 2 ans. Et si pendant ces 2 ans ou 5 ans, vous cédez des titres, eh ben, on va au prorata, vous demandez de payer cette plus-value. En réalité, quasiment personne ne paye. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, un chef d'entreprise a bien souvent une holding. Et donc, quand il vend une structure, c'est pas les titres de la holding qu'il vend. Et deuxièmement, lorsqu'il sait qu'il est soumis à l'exit tax, ben, généralement, il s'organise pour ne pas vendre les titres. Par contre, il faut faire une déclaration parce que si vous ne faites pas de déclaration avec une demande de garantie, l'administration à n'importe quel moment pourrait vous dire, tiens, vous n'avez pas déposé de garantie, de demande de garantie, je vous demande immédiatement le paiement de la plus-value. Alors souvent, on me dit en rendez-vous non, mais l'administration, on ne le demande jamais. Ah oui, mais moi j'ai des procédures. Donc je peux vous dire que petite ou grosse entreprise, l'administration regarde et si elle tombe sur vous, elle va effectivement demander le paiement. Alors, bien évidemment, il y a une, il y a une typologie, hein. Si vous avez une plus-value latente de 50 000 euros, personne ne vous fera faire une déclaration d'exit tax. Mais moi, j'ai un sujet procédural pour une plus-value latente à 300 000 euros, hein. Donc, il faut faire attention et faire le nécessaire. Donc, lorsqu'on doit partir faire son aléa, on va déposer 3 mois avant ce fameux document avec ses calculs. Par le biais d'un représentant fiscal, vous devez obligatoirement avoir un représentant fiscal. Alors, généralement, c'est un avocat fiscaliste français. Je pense que j'ai jamais vu d'expert comptable français sur ces sujets-là. C'est tellement technique que personne ne veut prendre le risque de voir sa responsabilité engagée parce que c'est un peu facile pour l'administration. Et puis derrière, on va proposer une garantie. Alors, on va commencer par un nantissement, sauf que l'administration fiscale ne souhaite pas de nantissement et préfère des cautions bancaires. Donc, il va y avoir toute une discussion avec elle pour voir comment on va calibrer la garantie. Donc, c'est quand même un élément essentiel parce que tout au long de votre alia, tous les ans avec votre déclaration d'impôt sur le revenu, vous aurez à faire un suivi d'exit tax. Et si vous ne le faites pas dans votre déclaration du mois de mai, nous, on récupère des fois des clients qui nous disent, bah, je ne comprends pas, au mois de septembre, ils viennent de m'écrire, ils m'ont dit que l'exit tax était exigible si je ne régularisais pas dans les 30 jours. Si vous ne faites pas le suivi, l'administration aura en droit de vous demander le paiement immédiat des sommes, même si vous les avez garanties. Donc attention, en pratique, c'est très rare qu'on ait des mouvements d'exit tax et des paiements, mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire les déclarations nécessaires. Vous exposez à des risques quand même considérables si vous ne le faites pas. Donc là, on est sur l'aspect très procédural du départ de France. Et puis, on va avoir maintenant le sujet de l'analyse des revenus. Analyse des revenus, c'est quoi? C'est que d'abord, nous, ça va nous permettre de structurer ce qui va être fait lorsque vous aurez réalisé votre alia. Alors d'abord, on va aller chercher quel est votre statut. Est-ce que vous êtes mandataire social, purement salarié, mais associé? Est-ce que vous êtes profession libérale ou profession réglementée? Pour faire partir beaucoup d'avocats, médecins, on a des vrais sujets. Ce que je vais vous dire après, par exemple, ne leur est pas applicable parce qu'ils sont sur des mécanismes plutôt différents. L'expert comptable, lui, nous, on a pas mal de cabinets d'expertise comptable. Je crois qu'on a à l'heure actuelle 3 demandes vers Israël et on a dû en gérer 3 l'an dernier, du moins entre
quand je dis l'an dernier, entre septembre de l'an dernier et quasiment le mois d'août 2025. Ils n'ont pas le même sujet parce qu'ils n'ont pas des sociétés comme des sociétés d'exercice libéral. Après, ce qu'on va regarder, est-ce que vous êtes proche ou pas de la retraite? Parce qu'est-ce qu'on a un sujet de continuer à vous faire rémunérer à quelle hauteur? Autre élément, on va regarder, on va vous expliquer qu'un chef d'entreprise, à partir du moment où il part, il n'a plus droit à la sécurité sociale française. Donc, on va avoir un certain nombre d'incidences sur les mécanismes qu'on va choisir. Et puis, j'ai un sujet, c'est souvent, on m'écrit, on me dit, voilà, je vais venir vous voir, mais j'attends de créer ma holding et je viens vous voir après. Et je leur dis, oh là là, stoppez tout. La holding, c'est génial lorsqu'on est résident fiscal français. Ça peut être génial lorsqu'on est résident fiscal israélien. Mais par contre, créer une holding juste avant de partir, il y a quand même des conséquences et il faut faire attention à ces sujets-là. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas les mêmes réflexes. Il faut absolument pas avoir les mêmes réflexes lorsqu'on gère un dirigeant résident fiscal français et un dirigeant qui va faire son alia. Donc, ne vous dites pas, je me dépêche de créer une holding et après, je vais gérer mon départ de France. Ça se fait dans un cadre, on va dire, commun. Et souvent, je déconseille à mes clients de créer une holding. Tout dépend en réalité de plusieurs critères sur leur société, mais on va dire quasiment dans 3 cas sur 4, je leur explique et ils comprennent très facilement que la holding n'est pas avantageux pour eux. Donc, quand on va vouloir structurer, on va jouer sur 3 choses. La rémunération de mandataire social. Alors, quelle que soit la taille des entreprises, quand on va agir sur ça, on va aussi et surtout passer par ce qu'on appelle le mécanisme du contrat de mandat social. Pourquoi? Parce que si je crée un contrat de prestation avec la France, il faut que je puisse protéger mon client et que ce contrat ne vienne pas tamponner des activités qui seraient les siennes dans le cadre dans le cadre de son statut de mandataire social. Donc, on a une détermination du rôle du mandataire social qui, normalement, va être extrêmement réduite pour pouvoir diminuer sa rémunération. C'est très rare, c'est même, je veux dire, on les compte sur le doigt d'une main. Les doigts d'une main, je supprime quasiment jamais les rémunérations des mandataires sociaux. Ça ne veut pas dire qu'on ne la baisse pas drastiquement. Et d'ailleurs, on va la motiver. Et par écrit, dans un PV, on va expliquer pourquoi on la diminue. Parce que si vous ne faites pas ce mécanisme-là, souvent les clients que je vois avec leur expert comptable me disent oui, mais c'est extrêmement difficile, c'est quand même pourquoi on fait autant de choses? Bah, tout simplement parce que vous êtes facilement en dehors des règles et que vous avez, lorsque vous faites votre alia, 2 sujets. Vous devez pouvoir répondre au sujet de la fiscalité française, votre société française, mais aussi au sujet de la fiscalité israélienne. Et on va voir, Israël ne vous oublie pas. C'est pas parce que vous êtes sous un régime d'alia qu'Israël va vous oublier. Et donc, il y a des règles à respecter. C'est pour ça qu'il y a des mécanismes très particuliers qui ont été mis en place. Donc voilà, la rémunération du mandataire social, souvent, elle va être baissée, rarement supprimée. Par contre, on va faire beaucoup de juridique et du vrai juridique, hein. On ne parle pas du copier-coller. Il s'agit d'expliquer en détail, de prendre les devants sur les points que pourrait soulever un éventuel inspecteur des impôts qui vous ferait une vérification de comptabilité. Le sort des dividendes, alors, ça nous amène souvent à demander la transformation de la société. Quand vous êtes résident fiscal français, la SARL, c'est quand même ce qui se fait de mieux. Quand vous êtes résident fiscal israélien, on oublie la SRL, on passe généralement en SAS. Alors, autre élément, on ne fait pas que du dividende. Et je tiens quand même à souligner qu'on a une jurisprudence qui a moins d'un mois,
sur l'URSSAF qui a obtenu une requalification de dividendes versés, une requalification en rémunération. Donc, il faut faire attention sous l'angle fiscal et social. Et quand vous arrivez en Israël le 10 janvier 2026, par exemple, on ne distribue pas le 11 janvier. Il y a un différent mécanisme à respecter et aussi concernant la retenue à la source qui va être de 12,8%, il y a aussi des règles à respecter. Donc, oui, il y a du dividende, extrêmement intéressant, mais attention comment on l'utilise. Puis le dernier point, c'est la rémunération israélienne. Souvent, mes clients me disent, mais pourquoi vous voulez que j'ai une rémunération israélienne? Ben parce que, en réalité, personne n'a compris que le régime de l'alias, c'est une exonération sur les revenus de source israélienne réalisés à l'étranger. Donc, quand vous faites votre alia et que sur une année fiscale, 360 jours, vous passez 200, 250 jours en Israël, ben Israël vous dit, mais c'est des revenus de source étrangère, mais réalisés en Israël, vous êtes imposable. Donc, n'oubliez jamais ça. Et d'ailleurs, je le dis aussi lorsque j'ai des vérifications de comptabilité à l'administration fiscale française, vous n'êtes pas seul. Et quand une société israélienne facture, elle a un établissement stable en Israël, elle fait une déclaration d'impôt, elle paye de l'impôt. Alors, bien évidemment, moi, mes clients, c'est pour ça qu'on attaque souvent 1 an ou 6 mois avant de partir. Ils savent quelle va être leur fiscalité en Israël pendant les 10 ans. On part rarement la fleur au fusil en se disant, tiens, on verra, je n'ai qu'à payer des dividendes. Le contrat est un vrai sujet, parce qu'il faut un vrai contrat hyper détaillé, qu'on puisse déterminer des règles de fixation du prix de la rémunération. Alors, Israël n'est pas un pays à fiscalité privilégiée, donc la charge de la preuve sera jamais sur vous, mais sur l'administration fiscale française. Enfin, quand je récupère des dossiers et que je pose la question, mais parce qu'on me dit, tiens, j'ai été redressé, je leur dis, mais combien vous avez facturé? Et qu'on m'explique, bah, j'ai facturé 80% du chiffre d'affaires ou j'ai facturé pour ne laisser que 20 000 euros de bénéfices en France, je leur dis, bah ouais, mais alors, là, honnêtement, il n'y a plus rien à faire, hein. C'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter. On ne fait pas n'importe quoi. Et moi-même, lorsque je fais mes préconisations, j'engage la responsabilité de mon cabinet, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. J'ai jamais vu un prestataire qui prenait 80% du chiffre d'affaires ou qui décidait lui-même du résultat. Donc il faut bien considérer que c'est pas parce que c'est votre main droite et votre main gauche que vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc on va rester dans des limites raisonnables tout en conservant l'épreuve de la réalité des prestations. Sur certains contrôles fiscaux, je suis toujours étonné quand je demande, bah, prouvez-moi que ce travail a été réalisé. Et on me dit, ah bah non, non, on n'a pas conservé, c'était des mails au téléphone. Ah oui, mais c'est la même chose, hein, l'administration, quand elle contrôle des sociétés, des groupes français sur des prestations intra-groupes, si on ne prouve pas la réalité des prestations, c'est un acte anormal de gestion, on réintègre les sommes, donc ça veut dire que vous avez payé de l'IS sur les sommes, et puis en plus, comme ces sommes sont sorties, on va considérer qu'il y a une distribution irrégulière, c'est le terme fiscal, auprès souvent du mandataire social ou des associés. Donc on a des conséquences, et moi j'ai quand même des dossiers qui ont franchi des dossiers entre la France et Israël, où ce que je viens de vous expliquer a été fait n'importe comment, où on est quand même au pénal et mes clients sont poursuivis pour fraude fiscale. Parce que l'administration, elle vient jamais le lendemain de votre expatriation, hein. Elle va venir 2, 3 ans, 4 ans après. Et puis donc, elle va vérifier 2 ou 3 ans en totalité. Euh, et puis quand elle remet en cause, vous allez avoir des montants qui peuvent être quand même extrêmement importants. Donc, attention, la rémunération de source israélienne, pour moi, est quasiment indispensable et c'est une protection. Il faut réfléchir à ce qu'on écrit dans un contrat, dans la facturation, dans les annexes. Nous, on contrôle tout au départ et on contrôle au moins 1 à 2 fois par an
pour voir si tout le mécanisme qu'on a mis en œuvre est respecté. Autre élément, pour terminer, je voulais vous parler, c'est-à-dire ce qu'on va faire une fois que vous êtes parti. Donc une fois que vous êtes parti, comme je viens de dire, on va faire une vérification annuelle des flux. La première année, généralement, on passe au moins 2 fois, mais après une fois par an, puisqu'on sera en contact, nous, directement avec l'expert comptable français et l'expert comptable israélien. Autre élément, on conserve la documentation. Alors, vous le savez peut-être pas, mais depuis le 1er janvier 2025, on a une prescription de 10 ans en cas d'expatriation frauduleuse. Donc, ça veut dire que l'administration pourrait revenir 10 ans en arrière et remettre en cause euh, plein d'opérations. Donc, on conserve la totalité de la documentation et des preuves. Le suivi d'exit tax avec votre représentant fiscal, il se fait de manière annuelle. N'oubliez pas de demander la sortie de l'exit tax. Alors, l'exit tax, c'est là où, moi, quand je pose des questions à quelques confrères, je vois leur niveau. L'exit tax, il faut savoir que lorsque vous déposez un dossier, donc 3 mois avant de partir, vous allez recevoir un avis d'imposition avec un sursis de paiement, généralement une année après votre départ. Parce que le service de l'exit tax est un peu sous l'eau, donc ils vont mettre quasiment un an avant vous de l'envoyer. Nous, par exemple, on reçoit en ce moment, et pour le coup, ça a été un peu rapide, les départs de octobre et novembre 2024. Et on est fin septembre, hein, 2025. Donc, et pour la sortie d'exit tax, même chose. La sortie d'exit tax, on ne peut sortir de l'exit tax que dans le cadre de la déclaration d'impôt sur le revenu. Concomitamment, on va émettre un formulaire pour sortir. L'administration va demander un certain nombre de preuves pour constater qu'il n'y a pas eu de cession de participation et ils vont lever le nantissement au bout d'un an. Donc, c'est à ne pas oublier. Et dernier élément, on a toujours, on, on regarde nous, toujours au bout de la 7e année, hein, souvent on en parle avant, mais au bout de la 7e année, sérieusement, on va commencer à regarder quelles vont être les incidences au regard de la fiscalité israélienne lorsque vous allez dépasser les 10 ans et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ou pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une holding et qui envisage de céder sa société, il a plutôt intérêt à la céder dans le cadre des 10 ans et remonter les dividendes dans les 10 ans également. Sinon, vous aurez une fiscalité en Israël qui sera similaire, mais un peu inférieure à ce que vous avez aujourd'hui en France.